Au début du film, notre personnage principal se réveille dans une petite maison et est pris en charge par une fille à proximité. Elle se présente comme Hiruru et explique qu'elle est celle qui l'a sauvé et l'a ramené pour s'occuper de lui. Cependant, il ne se souvient pas de qui il est ni pourquoi il a un masque sur le visage. Le lendemain matin, en se réveillant, il réalise qu'en effet, peu importe ce qu'il fait, le masque ne peut pas être enlevé. La grand-mère de Hiruru vient alors vérifier comment il va et lui demande s'il se sent mieux. Elle ne sait également pas qui il est. Quant à la raison pour laquelle le masque ne peut pas être enlevé, elle dit qu'il doit y avoir une explication. Elle lui conseille de ne pas trop réfléchir pour l'instant et de se concentrer sur le repos et la récupération. Plus tard, Hiruru lui apporte de la bouillie pour l'aider à retrouver ses forces. L'homme la remercie, elle et sa famille, pour leur gentillesse. Il remarque ensuite quelqu'un qui l'observe secrètement de derrière. La grand-mère de Hiruru lui apporte des vêtements appartenant à son fils pour qu'il puisse les porter lorsqu'il veut sortir se promener. La grand-mère dit à Hiruru d'y geler avec lui, au cas où il s'évanouirait à nouveau dehors, afin que quelqu'un puisse le ramener. Les yeux curieux apparaissent à nouveau, et Hiruru lui présente la personne. C'est sa sœur cadette, Hiruru. Hiruru trouve l'homme un peu étrange car il porte les vêtements de leur père. Leur père est décédé et leur mère est également morte après avoir donné naissance à Hiruru. L'homme se sent un peu mal à l'aise de porter quelque chose d'aussi important, mais Hiruru ne s'en soucie pas beaucoup pendant qu'il marche. L'homme se sent toujours inconfortable d'être soutenu par Hiruru de cette manière, mais elle dit que les filles de la campagne comme elle sont très fortes, donc il n'a pas à s'inquiéter. Il remarque alors la queue de Hiruru et la touche par curiosité, mais elle le pousse immédiatement, prouvant qu'elle avait raison d'être forte. Juste après cela, un homme nommé Juro vient l'aider à se relever. Juro le reconnaît comme l'homme étrange qui a été amené chez le chef du village. Cet endroit a été un refuge pour pas mal de gens car c'est paisible. C'est aussi assez petit et tout le monde vit heureux ensemble. Actuellement, certaines maisons ont besoin de réparation après un récent tremblement de terre. L'homme semble se souvenir de quelque chose pendant un moment, mais puis il écarte cette pensée. Peu après, la femme de Juro, Sopo, vient chercher son mari pensant qu'il est juste paresseux et qu'il évite le travail. Elle lui attrape alors l'oreille et le traîne en arrière. Elle remarque aussi qu'Hiruru semble avoir trouvé quelqu'un qu'elle aime, mais Hiruru insiste sur le fait que Sopo se méprend car elle n'aide qu'un homme malade. Les deux continuent alors à se promener dans le village. L'homme admire le paysage paisible de l'endroit et le trouve agréable, tout comme Hiruru elle-même. Alors qu'il se repose sous un arbre, Hiruru s'excuse de l'avoir traîné autant, mais comme c'est lui qui voulait sortir se promener, elle n'a pas besoin de se sentir coupable. Hiruru souhaite qu'il se repose un peu plus avant qu'il ne rentre, mais elle entend alors des bruits venant du village. Alors elle lui dit de rester là et de se reposer pendant qu'elle va voir ce qui se passe. Lorsqu'elle revient au village, elle voit son vieil ami Nuangi, qui travaille maintenant pour le gouvernement et est venu collecter des impôts. Nuangi a grandi dans le même village, mais maintenant qu'il a du pouvoir, il l'exploite sans pitié, exigeant des taxes et affirmant que tant que le village paie, les autorités les protégeront de la guerre. Nuangi aime aussi Hiruru depuis longtemps et veut l'emmener avec lui, mais elle refuse, disant qu'elle n'a pas besoin de richesse ni de luxe. Le personnage principal arrive alors et dit à Nuangi de s'arrêter, mais Nuangi déclare avec arrogance qu'il est un parent du seigneur local et qu'un individu comme lui n'a pas le droit de s'interférer. Hiruru intervient pour arrêter les deux et demande à Nuangi de laisser tomber. Mais lorsqu'il apprend qu'Hiruru et l'homme vivent ensemble, il devient furieux, accusant l'homme d'être un tiers qui interfère entre lui et Hiruru. Lorsque Hiruru explique la situation, Nuangi se calme un peu, mais ensuite l'homme le provoque, ce qui fait perdre son sang-froid à Nuangi et déclenche une bagarre. Cependant, l'homme n'est pas quelqu'un qui peut être facilement intimidé. Furieux, Nuangi s'en va. Plus tard dans l'après-midi, lorsqu'ils rentrent chez eux, Hiruru dit à l'homme que Nuangi n'a pas toujours été comme ça. Mais l'homme dit que lorsque les gens sont jeunes, ils n'ont pas encore appris la cupidité. Quant à Nuangi, lorsqu'il revient, il déverse sa colère sur une statue sacrée à proximité. Les oiseaux autour s'envolent soudainement et sa monture devient terrifiée par un bruit étrange et effrayant et s'enfuit. À ce moment-là, la grand-mère d'Hiruru entend également le bruit venant de la forêt et appelle tout le village à se rassembler. Elle soupçonne que quelqu'un a profané la forêt et renversé la statue. Les villageois regardent vers le personnage principal, mais Hiruru témoigne en sa faveur, car elle a été avec lui toute la journée. Lorsqu'Hiruru se réveille, Hiruru doit ramener sa sœur dans leur chambre pour que les autres puissent continuer à discuter. Le personnage principal comprend pourquoi il est suspecté. Il demande alors à l'aîné du village au sujet de l'esprit de la forêt et elle explique qu'il s'agit d'une bête divine qui protège la forêt de la punition divine.
Ils sont obligés de faire quelque chose pour apaiser la colère de la bête, sinon ils ne pourront plus entrer dans la forêt. Quelqu'un suggère de capturer la bête, mais l'aîné dit qu'elle est extrêmement puissante et intelligente et l'affronter ne fera qu'apporter des pertes. Un villageois revient alors pour rapporter que la statue a effectivement été renversée. Ils ne peuvent pas la reconstruire maintenant car il pleut fortement. Le personnage principal a le sentiment que les dieux ne seraient pas en colère pour quelque chose d'aussi trivial, bien qu'il ne sache pas pourquoi il ressent cela. L'aîné, cependant, ordonne à tout le monde de rester à l'intérieur la nuit et d'éviter de sortir. Lorsqu'il retourne dans sa chambre, Hiruru remplace les bandages sur lui. Il ressent soudainement un mal de tête et voit d'étranges fragments de souvenirs. Mais Hiruru lui dit de rester calme, car tôt ou tard, ses souvenirs reviendront. Le lendemain matin, le personnage principal rejoint la grand-mère d'Hiruru, Hiruru, et un groupe d'hommes du village pour aller voir l'état de la statue. En effet, la statue a été complètement détruite, et leur seule option est d'en construire une nouvelle. Certains commencent à avoir peur et veulent partir, car il n'y a pas longtemps, un village voisin était attaqué par une créature féroce. L'aîné dit que la bête divine n'agit que la nuit, donc ils devraient être en sécurité pour reconstruire pendant la journée, mais ils doivent également éviter de faire trop de bruit pour ne pas la réveiller. Ils reconstruisent alors une nouvelle statue et espèrent qu'elle apaisera un peu la colère de la bête. Alors qu'ils se préparent à partir, le personnage principal remarque quelques touffes de fourrure à proximité. Lorsqu'il retourne au village, il fait déjà presque crépuscule. L'aîné conseille aux hommes de rentrer chez eux auprès de leurs femmes et enfants tôt. Tiro demande également au personnage principal de veiller sur la famille d'Hiruru. Il remarque alors qu'Hiruru se cache aussi à proximité et semble ne pas apprécier le personnage principal. Théoro lui dit de ne pas y prêter trop d'attention. Soudain, un bruit provenant de la forêt résonne à nouveau, alors tout le monde rentre chez soi et ferme les portes à clé. Pourtant, la nuit, la bête divine de la forêt vient toujours pour eux. Le personnage principal entend des cris à l'extérieur et veut faire quelque chose, mais l'aîné lui dit que s'il sort maintenant, cela ne fera qu'entraîner plus de victimes, car les humains ne peuvent pas combattre une bête aussi puissante. Il y a longtemps, la sœur de l'aîné s'était offerte en sacrifice à la bête pour qu'elle dorme aussi longtemps. Mais à ce moment-là, l'extérieur devient soudainement silencieux, incitant le personnage principal à aller voir ce qui se passe. Il sort et voit la bête attaquer la maison d'un villageois et dévorer quelqu'un à l'intérieur. Elle se jette alors sur lui, le forçant à saisir un outil de jardinage à proximité pour se défendre. Mais son corps est bien trop résistant pour être percé. Elle frappe alors et le projette loin. Hiruru se précipite dehors pour le protéger, mais à ce moment-là, la bête s'arrête et lorsque la pluie commence à tomber, elle s'enfuit. De retour chez l'aîné, tout le village pleure la perte d'une famille. Cependant, le personnage principal leur dit qu'il a trouvé un moyen de riposter. Il avait ramassé quelques poils de la bête près de la statue et les avait mis dans l'eau, et au contact de l'eau, les poils sont devenus plus faibles. Par conséquent, l'eau doit être la faiblesse de la bête. Il veut l'affronter au lieu de l'endurer plus longtemps, mais les villageois semblent encore effrayés, alors le personnage principal décide d'agir comme appât pour attirer la bête, afin qu'il puisse la piéger. Les villageois se dispersent alors, mais Ruru s'inquiète de sa décision d'être l'appât. Il dit qu'il est un étranger, donc personne ne se souciera s'il meurt, mais Ruru lui dit qu'elle le considère comme de la famille et ne veut pas qu'il soit blessé. En entendant cela, le personnage principal promet qu'il reviendra, car il la considère aussi maintenant comme de la famille. Le lendemain matin, il discute de son plan avec tout le village. Il veut qu'il suive son plan et leur assure qu'il trouvera un moyen de s'échapper. Bien qu'il savait que tuer le dieu de la forêt les maudirait, il croyait que personne ne voulait continuer à vivre dans la peur, et un jour devenir le repas de cette bête. Ils entrèrent alors dans la forêt et construisirent un piège pour attirer la créature. Tioro et le personnage principal se rendirent ensemble dans le repère de la bête, la provoquant et la ramenant vers le piège, où de nombreux villageois se cachaient en embuscade. En chemin, la bête frappa le personnage principal, mais il bloqua le coup avec le éventail en fer que l'aîné du village lui avait donné. Ils atteignirent ensuite le piège et, au moment où la bête sautait dedans, coupèrent les cordes pour que le piège s'effondre, submergeant la bête dans l'eau alors qu'elle essayait de sortir. Ils se jetèrent tous ensemble et la poignardèrent à plusieurs reprises. Enfin, le personnage principal porta le coup fatal, tuant la créature. Tout le groupe retourna ensuite, sain et sauf au village, et tout le monde se réjouit de ne plus avoir à vivre dans la peur. Le personnage principal rendit l'éventail à l'aîné, mais elle choisit de le lui redonner à la place. Cependant, à ce moment-là, Hiruru réalisa que sa sœur manquait. Tout le village chercha Hiruru et finit par la voir revenir de la forêt portant le petit du tigre. Les villageois s'inquiétaient que, lorsqu'il grandirait, il serait aussi féroce que sa mère. Mais le personnage principal ne voulait plus de tuerie et croyait qu'à la naissance, toutes les créatures sont pures.
Ils décidèrent d'adopter le petit, et cette nuit-là, tout le village organisait une cérémonie pour faire ses adieux à la mère tigre. L'aîné considérait désormais le personnage principal comme un membre de la famille, et lui donna un nom, Akuro. Iruru le reconnut comme le nom de son père. Eruru devint alors plus ouverte et n'évitait plus Akuru. Après un certain temps dans le village, Akuru enseigna à Tisséoro et aux villageois comment purifier la terre de la mauvaise fortune. Soudain, ils furent appelés à se rassembler chez l'aîné car des gens d'un autre village étaient venus chercher refuge. L'aîné ouvrit son cœur et les accepta, même si l'approvisionnement alimentaire du village n'était pas suffisant pour soutenir tant de personnes. Elle croyait que la guerre approchait et qu'ils auraient besoin d'unité pour survivre. Cette nuit-là, Iruru dit à Akuro que sa grand-mère avait été emmenée par des hommes. Il se mit immédiatement en route pour la retrouver, demandant à Iruru de rester à la maison et de veiller sur Eruru. Suivant les traces, il fut attaqué par derrière par un assaillant, mais réussit à s'échapper rapidement et réalisa qu'il était encerclé. Juste au moment où les deux camps s'apprêtaient à se battre, l'aîné apparut pour les arrêter. Le jeune homme se présenta comme Oboro, et lorsque Akuro expliqua pourquoi il les avait poursuivis, l'aîné révéla qu'elle rendait souvent visite à une fille malade et qu'elle n'avait pas voulu déranger Iruru. Alors elle garda cela secret. Elle invita ensuite Akuro à les accompagner, et ensemble, ils suivirent Oboro jusqu'à un camp. Oboro restait méfiant envers Akuro, mais les haineux prirent la parole en sa faveur. Ils rencontrèrent ensuite Yuzua, la fille malade qui ne pouvait pas voir, mais dont les autres sens étaient très aiguisés. Elle savait qu'Oboro était revenu, reconnut la visite de l'aîné et sentit Akuro le suivre derrière. Après avoir examiné Usura, l'aîné constata qu'elle n'avait qu'une légère fièvre et entraîna Oboro à l'extérieur pour donner à Akiro et Usura une chance de parler. Usura voulait entendre l'histoire de Akiro, mais malheureusement, en raison de son amnésie, il ne pouvait pas lui en dire beaucoup. Les deux parlèrent agréablement pendant un moment, jusqu'à ce qu'Oboro entre pour faire aller Usura se coucher, et Akuro et l'aîné partirent. Au moment où ils rentraient chez eux, il était déjà matin. L'aîné expliqua à Usuru pourquoi il était sorti tard dans la nuit, et Usuru se sentit rassuré, sachant que Akiro avait été avec sa grand-mère ce jour-là. Le village reçut de manière inattendue une grande quantité de nourriture, leur permettant de survivre encore un peu. Par une nuit pluvieuse, peu de temps après, les hommes d'Oboro arrivèrent, demandant urgence la présence de l'aîné. Akuro l'accompagna, et en arrivant, ils trouvèrent Usura dans un état critique. Après l'avoir examiné, l'aîné réalisa que l'état de Usura était grave et appela immédiatement les outils de broyage pour mélanger le médicament. Elle utilisa une partie de son précieux remède mélangé avec des herbes pour le donner à Usura, la stabilisant, pour l'instant. Cependant, l'aîné avertit que cet état se reproduirait encore de nombreuses fois jusqu'à la mort d'Usuru, et son approvisionnement en médicaments rares n'était suffisant que pour aider Usura quelques fois de plus. Oboro était en détresse, ne comprenant pas pourquoi le ciel devait être si cruel envers sa sœur. Peu de temps après, il s'est discrètement introduit dans le camp de l'armée pour voler des provisions, mais il a rapidement été découvert. Bien qu'il ait réussi à échapper aux soldats, il a été repéré par un commandant. Déterminé, Oboro a dégainé son épée pour se battre, mais le commandant a remarqué qu'Oboro semblait n'avoir jamais perdu de bataille auparavant. Gardant une attitude imprudente et arrogante, le commandant a permis à Oboro de charger en avant, puis l'a abattu d'un seul coup. Oboro voulait que le commandant achève son œuvre, mais l'homme a refusé, disant que la vie d'Oboro ne signifiait rien pour lui. Le commandant est alors parti, et le lendemain matin, Eruru et Akuro ont trouvé Oboro inconscient dans la forêt. Après avoir bandé ses blessures, Oboro a dit qu'il devait une dette à Akuro et a promis de la rembourser un jour. Akuro ne voulait aucun remboursement, il souhaitait seulement qu'Oboro retourne à Usuwa. Oboro a dit qu'il devait à Akuro parce qu'il craignait que ses actions imprudentes n'entraînent Akuro dans des ennuis. En effet, peu de temps après, des troupes gouvernementales ont marché vers le village, avec Nwangi parmi elles. Il a annoncé que la nuit précédente, quelqu'un s'était introduit dans le stockage du gouvernement et il soupçonnait que le village abritait le voleur. Le chef du village s'est avancé, les accusant d'aller trop loin. Le fonctionnaire gouvernemental devait également une faveur au chef pour avoir guéri sa maladie une fois, mais il a affirmé que sa bonté ne pouvait pas compenser les crimes de l'intrus. Eruru a alors lancé une pierre à Nwangi et le tigre-sceau a mordu la jambe de la monture de l'homme, provoquant la panique et faisant tomber l'officiel. Les soldats ont essayé d'attaquer Eruru, mais l'aîné est intervenu pour les arrêter et a été abattu par une épée. Les villageois enragés ont forcé l'officiel et ses troupes à battre en retraite. Les villageois se sont ensuite rassemblés chez l'aîné, priant pour son rétablissement. Turo et sa femme ont exhorté tout le monde à rentrer chez eux et à la laisser se reposer, mais l'aîné savait que son heure était proche. Elle a donné ses derniers mots à ses deux petits-enfants, leur demandant de vivre en harmonie et de s'aimer les uns les autres, car ils n'avaient que l'un l'autre, une sœur et un frère. Elle a ensuite appelé Akuro,
lui confiant le soin de ses jeunes petits-enfants. Elle a dit qu'elle avait vécu assez longtemps et était prête pour son prochain voyage, n'ayant aucun regret ni attachement persistant dans cette vie. Après cela, elle est paisiblement décédée. Akuro est alors allé informer Oboro de sa mort. Submergé par la colère et la tristesse, Oboro s'est blâmé pour sa mort, mais a refusé de pardonner à celui qui l'avait tué. Il a demandé à Akuro de s'occuper de ses frères et sœurs cadets, puis, laissé seul, Oboro a infiltré la résidence gouvernementale, abattant plusieurs gardes à la porte avant d'être submergé. Lorsque l'officiel est apparu avec un groupe d'archers, il a été maîtrisé et capturé immédiatement. Pendant ce temps, de retour au village, tout le monde s'est rassemblé et Turo a déclaré que l'aîné avait confié tout à Akuro, faisant de lui le nouveau chef du village. Les frères et sœurs d'Oboro ont supplié de le sauver, disant que puisque l'aîné avait autrefois sauvé tout le monde, il ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Akuro a vu que tout le monde comprenait les risques, mais a choisi de les suivre. Il leur a ordonné de s'armer d'outils agricoles et ensemble, ils ont pris d'assaut la résidence gouvernementale. En tant que nouveau chef, Akuro a personnellement mené la charge pour remonter le moral. Le commandant d'avant s'est de nouveau approché d'Oboro, disant qu'il avait épargné sa vie seulement pour qu'Oboro revienne et la gaspille. Il a parlé à Oboro de la bataille à l'extérieur, se moquant du fait que leur petit groupe serait bientôt écrasé. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne vivait pas simplement en paix, Oboro a répondu que vivre ainsi n'était pas vraiment vivre. Cela les rendrait indignes de faire face à leurs proches. Intrigué par la conviction d'Oboro, le commandant a décidé de voir comment ses paroles se dérouleraient, laissant derrière lui une épée, coupant l'une des chaînes d'Oboro et le libérant avant de partir avec ses hommes. Avec le retour d'Oboro, les forces de Akuro se sont à nouveau levées et ont combattu leur chemin jusqu'au bureau de l'officiel. Coincé, l'officiel n'avait nulle part où fuir et Nu Onguwang a été choqué d'apprendre que le villageois aîné était mort. Il s'est enfui dans la panique tandis que les soldats chargeaient, pour être anéantis en un instant. Akuro a ensuite avancé et a exécuté l'officiel gouvernemental. Par la suite, il a évalué les dégâts et s'est demandé si ce qu'ils avaient fait était vraiment juste. Il a ensuite demandé à Oboro s'il se sentait mieux, pour finalement le frapper une fois, car ce sont les actions imprudentes d'Oboro qui les avaient poussés sur ce chemin. Peu de temps après, la grande armée arriverait bientôt pour les écraser. Akiro se blâmait en partie lui-même d'avoir laissé les choses échapper à tout contrôle. Plus tard, il retrouva Ururu et s'effondra devant elle, mais seulement pour se reposer et réfléchir davantage à des stratégies à long terme. Pendant ce temps, le commandant retourna auprès du seigneur et rapporta le soulèvement des villageois. Le seigneur lui ordonna immédiatement de mener une armée pour les écraser en représailles pour son jeune frère, celui que Akiro avait tué plus tôt. Le commandant n'avait d'autre choix que d'obéir. Pendant ce temps, Akiro avait demandé aux villageois de construire des murs défensifs, des murs pour se préparer à la bataille à venir. Ururu et Irurukoa vinrent y aider. Mais pendant une pause, Akiro dit aux deux sœurs qu'elles devraient rentrer bientôt, car cet endroit deviendrait bientôt un champ de bataille sanglant. Cependant, Iruru comprenait déjà cela, donc les deux sœurs insistèrent pour rester. Akuro s'inquiétait de décevoir la défunte aînée, mais en vérité, si les sœurs partaient, la section logistique serait en sous-effectif. Peu après, de manière inattendue, le groupe d'Oboro arriva au village pour se mettre à l'abri. Oboro dit que Akiro lui avait sauvé la vie, alors il était prêt à donner cette vie à Akiro pour qu'il en fasse ce qu'il voulait. Mais Akiro ne voulait pas d'un homme imprudent. Par conséquent, Oboro a formellement accepté Akuro comme son frère aîné et a juré de le servir de toutes ses forces à partir de ce moment-là. Cette nuit-là, Eroru et Eruru sont allés à Iusua pour s'occuper d'elle au nom de l'aîné. En même temps, Oboro a dit à Akuro que la raison de leur venue était la décision de Yuzua. Elle avait fermement insisté pour venir aider quoi qu'il arrive. C'était la première fois que Yuzua faisait un choix égoïste pour elle-même, et elle s'était préparée à être chassée si elle devenait un fardeau. Mais Akuro ne ferait jamais cela. À ce moment-là, il écrivait des lettres aux villages voisins pour demander leur aide pour le soulèvement. Il ne se souciait pas des chiffres, il avait juste besoin que quelques-uns répondent. Quelques jours plus tard, les villageois ont commencé à s'entraîner pour se battre et utiliser des armes comme des soldats. Une nuit, en se promenant avec Iruru, Akuro a soudainement trouvé Haruru en train de se faufiler près de l'entrepôt de nourriture. Elle refusait de laisser quiconque entrer, et quand Akuro a regardé, il a été choqué. Le tigre avait grandi trop rapidement et avait mangé une grande quantité de nourriture. Mais il a laissé faire car le tigre semblait très attaché à Ereru et il ne voulait pas le provoquer et risquer d'être dangereux. Conséquence. Le lendemain, Akuro est parti chercher du soutien auprès d'autres villages, emmenant Oboro et ses deux jeunes frères et sœurs avec lui. Alors qu'ils approchaient d'un nouveau village, les quatre virent de la fumée s'élever devant eux. Ils allèrent vérifier et trouvèrent le village complètement détruit et brûlé, avec apparemment tous les habitants morts. Immédiatement après, les forces du commandant apparurent, et il se présenta comme Benawi, admettant qu'il était celui qui avait détruit le village.
Benawi affirma que les actions de Hakiro mèneraient à la ruine, et c'était son premier avertissement. Les deux camps s'affrontèrent alors. Oboro combattit le subordonné de Benawi, tandis que les deux jeunes filles attiraient les soldats pour que Hakiro puisse faire face à Benawi. Mais le groupe de Hakiro fut bientôt en infériorité numérique. À ce moment-là, Eriyu et le tigre arrivèrent pour briser le siège. L'ennemi connaissait le pouvoir du dieu de la forêt, donc Benawi se retira délibérément, après avoir posé deux questions à Hakiro. Question. La première était de savoir si Hakiro croyait vraiment que ses actions étaient justes. Hakiro répondit que si l'enfer existait, c'était là qu'il appartenait. La deuxième question était simplement de demander le nom de Hakiro. Alors que Bana s'en allait, Hakiro réalisa que le village détruit n'était pas l'œuvre de Benawi, et que leur escarmouche avait été un test plutôt qu'un combat sérieux. Cependant, la destruction de ce village servirait d'avertissement aux autres, les incitant à rejoindre Akuro dans sa quête d'espoir pour l'avenir. La raison pour laquelle Akiro ne se voyait pas comme juste était que son soulèvement avait commencé par le meurtre d'un être cher. S'il avait enduré et ne s'était pas rebellé, rien de tout cela ne serait arrivé. Oboro lui a dit de ne plus jamais douter de ses propres idéaux de cette manière. Akuro a ensuite remercié le tigre et Eru d'être venu les sauver. Mais la prochaine fois, il voulait que Eru l'attende à la maison. Pendant ce temps, Benawi était revenu pour faire rapport au seigneur et avait appris que le village où il venait de mettre les pieds avait été ordonné de destruction par le seigneur lui-même comme avertissement aux rebelles. Et celui qui avait personnellement exécuté le massacre était Nuangi. En raison de son échec, Benawi avait été rétrogradé et Nuangi avait été chargé de prendre sa place. Quelques jours plus tard, Nuangi est venu provoquer le subordonné de Benawi, Kuru, affirmant qu'un homme talentueux comme Kuru appartenait au champ de bataille, pas à garder ici. Nuangi lui a promis un meilleur environnement, mais Kuru a dit qu'il ne servirait et ne suivrait que Benawi. À ce moment-là, Minawi se demandait ce que faisait Akuro maintenant. Il a ensuite dit à Kiru de préparer des fournitures afin qu'il puisse partir en mission bientôt. Du côté de Hakuyo, ces derniers jours, le nombre de personnes les rejoignant avait considérablement augmenté. Il avait une seule condition, il devait absolument obéir à ses ordres. Et bien sûr, ils étaient tous d'accord. Ce jour-là, les villageois amenèrent soudainement un homme suspect, que Eruru avait attrapé en train d'essayer de grimper par-dessus le mur. Oboro pensait qu'il s'agissait d'un espion, mais l'homme affirmait n'être qu'un marchand, essayant de vendre des marchandises à un ancien client. Il disait avoir toujours fait des affaires dans la capitale, mais aujourd'hui, les gardes avaient changé. Akuro lui dit qu'il venait juste de s'emparer de cet endroit. Oboro le trouvait toujours suspect et voulait le tuer immédiatement. Mais l'homme dit que s'il ne croyait pas qu'il était un marchand, il pouvait le fouiller librement. Akuro voulut alors voir ce qu'il vendait, alors le marchand déballa ses marchandises. Parmi elles se trouvaient de nombreuses herbes, que Eruru reconnaissait bien. En plus des herbes, il avait aussi des jouets et des bijoux. Akuro lui dit que cet endroit deviendrait bientôt un champ de bataille, mais le marchand n'y croyait pas, puisque tout autour semblait encore paisible. Akuro dit alors à Eruru de préparer de la nourriture pour voir le visiteur partir. En escortant le marchand à la sortie, l'homme fit remarquer que Akuro était encore trop confiant. S'il avait vraiment été un espion, Akuro aurait peut-être déjà été tué. Mais lorsque Eruru vint lui faire ses adieux, le marchand n'eut d'autre choix que de partir. Pendant ce temps, Benawi avait été chargé de capturer et de garder un point stratégique. À ce moment-là, ils entendirent que quelqu'un s'était introduit, alors ils se séparèrent pour poursuivre. Benawi et Kuru attrapèrent l'intrus, mais il s'avéra que c'était une personne innocente essayant d'échapper à la guerre, alors ils le laissèrent partir. Plus tard, Benana rencontra le marchand pour acheter des informations qu'il avait récemment obtenues du côté de Akuro. Ils identifièrent le bastion que Benawi venait de prendre comme un endroit important pour recruter plus de personnes. Juste à ce moment-là, le fugitif arriva là pour demander de l'aide à Akuro. Après avoir appris que le bastion avait été saisi, Akuro décida de le reprendre, se mettant en route le lendemain matin après une journée de marche. Cette nuit-là, Akuro ordonna à toute la force de tendre une embuscade à l'extérieur du bastion. Lorsqu'il vit les troupes ennemies se fatiguer, il donna le signal d'attaque et mena lui-même la charge. Ses forces franchirent les murs, mais Benawi organisa rapidement une contre-attaque. Oboro mena une unité pour faire irruption à l'intérieur et créer une ouverture pour l'équipe de brèche. Ils entrèrent avec succès, et Akuro rencontra Benawi là de manière inattendue. Oboro se précipita pour combattre Kiru, tandis que Benawi se dirigea vers Akiro pour l'affronter directement. Akiro remarqua bientôt que ses forces étaient repoussées, et il fut lui-même projeté au sol. Mais à ce moment critique, les deux jeunes sœurs d'Oboro arrivèrent avec des renforts par une autre direction. Entouré, Benawi ordonna à ses troupes d'abandonner le fort et de se retirer en bon ordre. Il ne s'attendait pas à ce que Akiro divise ses forces en deux fronts pour attaquer simultanément. Akiro fut loué pour cette tactique, bien que ce fût un coup risqué. Si les renforts n'étaient pas arrivés à temps, ils auraient été condamnés. Akiro était le genre d'homme qui ne se battait jamais à moins d'être certain de la victoire.
Lorsqu'ils revinrent avec leur triomphe, tout le monde se réjouit sauf Ururu. Et Ururu, qui se sentait un peu triste pour Akiro, appartenait maintenant à tout le monde, pas seulement à eux deux. À ce moment-là, Benawi était réprimandé par le seigneur pour son échec, tandis que Nuangi venait de revenir après avoir détruit un autre village. Banawi était insatisfait car l'endroit où Nuangwangi avait attaqué n'avait rien à voir avec les rebelles. Le seigneur affirmait qu'il devait éliminer toutes les menaces potentielles qui pouvaient aider la rébellion à se renforcer. Mais ce mépris pour le peuple commun mettait Banawi en colère. Il décida de quitter le service du seigneur seulement pour être jeté en prison. Après cela, Hakuoro mena continuellement son armée dans des batailles et remporta des victoires dans les régions orientales entourant leur base. Bien qu'ils aient gagné plus d'alliés, Oboro était toujours mécontent, car ces nouveaux alliés n'étaient que des opportunistes qui suivaient celui qui détenait le pouvoir, d'abord le seigneur, maintenant eux. Tuoro, cependant, s'en moquait, disant que le nombre de troupes était tout ce qu'il comptait. Cette nuit-là, Hiruru découvrit que Hakuoro était encore éveillé et vint lui demander un service pour passer du temps avec Uzua. Hakuoro alla alors voir Uzua, et alors que les deux parlaient et écoutaient les sons du ciel nocturne, Oboro arriva soudainement pour rapporter qu'il s'était passé quelque chose. Niwangi menait à nouveau des troupes pour attaquer un autre village. Il avait ordonné à ses soldats de tuer tous les survivants pour éviter toute représaille future. Cependant, les soldats hésitaient. Juste au moment où ils s'apprêtaient à frapper, l'armée de Hakuoro arriva pour les arrêter. Ils réprimèrent rapidement les troupes de Nuwangi, les forçant à battre retraite. Peu après, un autre groupe de soldats, organisé par Hakuoro, chargea par derrière, encerclant les forces de Nuwangi. Ces hommes s'enfuirent, l'abandonnant derrière. Il fut rapidement capturé par les villageois et ramené en ville pour être jugé. Plus tard, Hiruru alla rencontrer Hakuoro et revit Nuwangi. Tout le monde décida de laisser Hiruru déterminer le sort de Nuwangi, qu'ils doivent être exécutés ou emprisonnés. Mais elle choisit de le libérer. Personne ne pouvait revenir sur sa parole, alors ils suivirent sa décision et le laissèrent partir. Par la suite, l'armée d'Hakuoro continua d'avancer régulièrement, balayant progressivement et repoussant toutes les forces du seigneur. Finalement, ils encerclèrent la capitale où la bataille finale aurait lieu. Le jour de la marche, toute l'armée se rassembla autour de la capitale du seigneur. Lorsque le seigneur apprit que l'ennemi était arrivé, il resta calme, disant que tout devait être laissé à Nuwangi. Cependant, comme Nuwangi avait disparu pendant plusieurs jours, il n'eut autre choix que de laisser ses soldats gérer la situation eux-mêmes. Les troupes furent déployées à la hâte dans toute la ville et cette défense mal organisée fut rapidement décelée par Hakuoro qui prépara une contre-stratégie. Il ordonna alors à l'avant-garde de charger en avant et de dégager le chemin. L'armée avança, traversant le fossé et installant des échelles pour grimper sur les murs. Immédiatement après, une autre escouade se précipita pour ouvrir la porte. Une fois la porte ouverte, Hakuoro ordonna à toute l'armée de s'engouffrer. Ses forces commencèrent que dominer et à surpasser les soldats ennemis. Pendant le chaos, Kuru profita de l'occasion pour secourir Banawi. Cependant, au lieu de fuir, Banawi décida de mener cette bataille en tant que commandant. Lorsque Hakuoro et Oboro firent irruption, ils rencontrèrent Banawi et Kuru. Oboro chargea en avant, mais Banawi bloqua son attaque et remarqua à quel point Oboro s'était amélioré. Alors que des soldats ennemis commençaient à arriver, Oboro partit pour s'en occuper. Banawi et Hakuoro s'affrontèrent brièvement avant que l'armée de Hakuoro ne pousse progressivement plus profondément dans la ville. Kuru intervint alors pour couvrir Banawi, lui permettant de partir en premier. Banawi se précipita vers la chambre du seigneur et l'informa qu'il avait perdu la bataille. Après un moment de panique, le seigneur demanda à Banawi de l'aider à s'échapper. Mais Banawi répondit que seuls ceux qui pouvaient voler pouvaient fuir maintenant. Si le seigneur ne voulait pas être exécuté par le peuple, Banawi était prêt à l'envoyer en avant sur le champ. Pendant ce temps, Oboro se précipita rapidement et se battit à la place de Hakuoro. À ce moment-là, Inae décida de mettre fin au jour du seigneur. Sans dire un mot, il la battit. Lorsque Hakuoro arriva, le seigneur était déjà mort. Banawi dit à Hakuoro de s'occuper du pays à partir de maintenant et exprima son souhait de mourir aux côtés du seigneur. Cependant, Hakuoro l'arrêta disant que puisque la nation avait changé de main, le devoir de Banawi n'était pas encore terminé. Banawi sortit alors avec Hakuoro et annonça que le seigneur était mort. N'ayant plus de raison de se battre, les soldats restants déposèrent leurs armes. Ainsi, les deux côtés se réconcilièrent, s'asseyant ensemble pour se reposer et partager un repas. Banawi commença également à développer une opinion plus favorable sur Hakuoro. Pendant ce temps, à l'église, ils avaient reçu des nouvelles qu'une autre nation avait été vaincue et renversée. Lorsque le prêtre entendit le nom du nouveau pays, il fut très surpris. C'était le même que celui de la vieille femme du village. À ce moment-là, la sainte arriva pour informer le prêtre qu'elle visiterait personnellement ce pays nouvellement fondé.
Le prêtre s'inquiétait que la terre puisse encore être instable après la guerre, mais puisque la sainte avait déjà pris sa décision, il n'avait d'autre choix que d'accepter. Quelques jours plus tard, Hakuoro et son peuple décidèrent de rester dans la capitale, tandis que Tihoro et les villageois choisirent de retourner dans leur patrie, croyant que l'endroit où ils étaient nés serait aussi celui où ils mourraient. Quelques jours après cela, Hakuoro commença à promouvoir la reconstruction de la capitale. Des tribus voisines vinrent bientôt lui rendre hommage. Peu après, Eri découvrit l'arrivée d'un envoyé. Selon Binawi, ils étaient des émissaires d'une tribu de Oran, un groupe comparable en taille à une église qui cherchait à établir des liens avec chaque nation. Bien qu'ils interviennent rarement dans les guerres, ils le feraient si cela était jugé nécessaire. La sainte et ses accompagnateurs vinrent alors à la rencontre de Hakuoro. La sainte se présenta comme Yutori et l'homme à ses côtés comme Myuto. Lorsqu'ils se déplacèrent vers la chambre privée de Hakuoro pour poursuivre la conversation, Hiruro apporta du thé pour servir les invités. Myuto pensa d'abord qu'il s'agissait d'un thé commun de mauvaise qualité et supposa que Hakuoro faisait preuve de manque de respect. Mais après l'avoir goûté et l'ayant trouvé délicieux, il reprit immédiatement ses mots. Yuritori demanda que Hakuoro lui fasse personnellement visiter la ville en reconstruction. Bien que Hakuoro soit d'accord, Banawi insista pour qu'il reste dans la résidence pour s'occuper des affaires administratives, si bien qu'Hiruru servirait de guide à leur place. Yuritori observa que cette terre venait juste de sortir de la tyrannie et que les gens pouvaient enfin vivre en paix et reconstruire leur vie. Peu après, quelques enfants passèrent et arrachèrent des plumes des ailes de Myuto avant de s'enfuir. Pendant ce temps, Hakuoro était toujours enseveli sous sa lourde pile de paperasse. Cette nuit-là, Yuritori visita la chambre d'Hiruru et, réalisant qu'Hiruru était médecin, partagea qu'elle-même avait un jour voulu étudier la médecine pour sauver des vies. Cependant, en comprenant ses propres responsabilités, elle avait été contrainte d'abandonner ce rêve. Hiruru, en revanche, expliqua qu'elle n'était pas devenue guérisseuse uniquement pour sauver les autres. Sa grand-mère avait été autrefois une médecin de village très appréciée et Hiruru souhaitait lui ressembler. À peu près à la même époque, Hakuoro se rendit au bord du lac pour prendre l'air, où il vit une fille aux ailes noires jouer près de l'eau. Lorsqu'il détourna le regard un instant, elle disparut soudainement. En retournant dans sa chambre, Hakuoro découvrit que la même fille était allongée endormie sur son lit. Surpris en se réveillant et en le voyant, elle utilisa un sort d'invisibilité pour se cacher. Mais comme le sort ne fonctionnait que brièvement, elle fut de nouveau découverte. En s'enfouillant, elle rencontra le tigre d'Eruru et paniqua, courant se cacher dans un panier. Le tigre s'approcha et renversa le panier, mais Ehuru arriva, rappelant son tigre et disant qu'elle voulait aussi dormir avec Hakuoro. Yutori apparut bientôt et trouva la fille aux ailes noires, qui s'avéra peu être sa sœur cadette, Kamiu. Inquiète que sa sœur ait causé des problèmes, Yutori proposa de prendre la responsabilité, mais Hakuoro ne lui en voulait pas et accueillit même Kamiu en tant qu'invité. Le lendemain, le travail d'Hakuoro s'accumula encore plus. Oboro et Kiru vinrent se disputer sur la façon dont l'armée devait être réorganisée, tandis que Kamiu partit à la recherche d'Eruru, espérant devenir ami avec elle. Cependant, Eruru continua à fuir Kamiu. Néanmoins, Kamiu refusa d'abandonner et continua de la suivre. Elle essaya d'être gentille et amicale, mais Eruru continua à l'éviter. Lorsque Kamui retrouva Hakuoro, elle lui demanda comment se faire des amis avec Eruru. Il lui donna des conseils et lui demanda de ne le dire à personne, car il s'éclipsait du travail pour se détendre. Pendant ce temps, Benawi retourna au bureau et découvrit qu'Hakuoro s'était échappé. Kamui apporta alors de la cire d'abeille et du miel à offrir à Haruru. Haruru voulait que Kamui mange avec elle. Bien que Kamui a d'abord été nerveuse après avoir goûté à la délicieuse nourriture, elle réussit finalement à se lier d'amitié avec Eruru et aussi avec Usua. À cette époque, Benawi rencontra Oboro et lui demanda des nouvelles d'Hakuoro, mais Oboro n'en avait aucune idée. Juste à ce moment-là, Munto sortit de sa cachette. Il avait été attaché par Kamiu. Il demanda aux deux s'il avait vu sa princesse, mais Benawi remarqua Kamiu, Eruru et Usua jouant ensemble dehors avec le tigre. Les trois passèrent toute la journée à jouer joyeusement ensemble avant de retourner dormir dans la même pièce cette nuit-là. À ce moment-là, Iritori vint voir Eruru et lui dit qu'elle connaissait la grand-mère d'Eruru. Sa grand-mère était une figure légendaire, quelqu'un qu'aucun guérisseur sur les terrains ne connaissait pas. Bien que la mort soit censée ramener tous les êtres vivants aux dieux, cela reste néanmoins une chose triste. Hiruru se sentait triste en parlant de sa grand-mère, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester attachée à cette peine pour toujours, car sa grand-mère n'aurait sûrement pas voulu cela. Le lendemain, lorsque Hakuoro alla nourrir le tigre, il trouva les trois filles endormies dessus. Il espérait silencieusement que ces jours paisibles puissent durer éternellement. Après plusieurs jours, Yokonu Yoratori et son entourage partirent, satisfaits que la vie dans cette terre ait changé pour le mieux.
Kamun était réticente à partir, mais promit qu'elle reviendrait bientôt rendre visite à Eruru et Usuha. Dans les jours suivants, une autre délégation arriva pour rencontrer Hakuoro. Contrairement aux envoyés amicaux de l'église, ceux-ci apportaient un décret impérial du seigneur de la région de Shikuri, le roi Newell, exigeant que la terre conquise par Hakuoro soit placée sous leur juridiction. Il était clair que leur intention était d'annexer le territoire, ce qui poussa Oboro à saisir immédiatement son arme, mais Hakuoro la veta. Resté calme et poli, il exprima une volonté apparente de se soumettre tout en invitant les envoyés à rester quelques jours pendant qu'il et son conseil discutaient de la question. Quelques jours plus tard, ils escortèrent la délégation de Shikuri hors de la capitale. Oboro était furieux de leur arrogance, mais Benawi expliqua que Shikuri était une nation puissante, son armée et son territoire étant au moins 10 fois plus grands que les leurs. Cependant, Hakuoro ne montra aucune hésitation. Il ordonna à Banawi de commencer à renforcer les défenses frontalières. Lorsque la délégation est revenue et a fait son rapport à Niue, ils se sont moqués de Hakuoro en tant que seigneur lâche, trop effrayé pour les défier, celui qui avait même organisé un banquet pour leurs émissaires. Pourtant, Niue a immédiatement perçu le stratagème de Hakuoro. Il a réalisé que Hakuoro les considérait simplement comme une troupe de singes savants, et il n'avait aucune utilité pour un tel homme. Il a ordonné à ses forces de se préparer à la bataille. Cette même nuit, l'armée de Shikri a lancé sa première attaque. Kiru s'est dépêché de revenir pour livrer le rapport. La forteresse d'Opakpe avait été attaquée et était tombée. Un conseil de guerre a été rapidement convoqué. Hakuoro a ordonné aux troupes de frontières stationnées à Kinoan et Shishimaru de se regrouper à la forteresse de Aoro, sous la direction de Binawe. Son ordre était simple, tenir pendant 3 jours pour donner à Hakuoro le temps de se préparer. Quant à Oboro, Hakuoro lui a confié une mission confidentielle. Cet après-midi-là, Hakuoro a assigné plusieurs tâches aux marchands avant de l'envoyer. Par la suite, Ururu est venu le voir. Elle savait qu'il se préparait à la guerre et avait entendu dire que Hakuoro travaillait sur un médicament interdit. Elle lui dit que sa grand-mère avait un jour interdit la création de ce médicament car cela pouvait entraîner une catastrophe. Cependant, Hakuoro lui demanda de lui faire confiance et d'attendre que son plan se déroule. Le lendemain, l'armée de Shikineri atteignit l'un des bastions, mais les troupes d'Hakuoro s'étaient depuis longtemps retirées. À Aoro, Benawi ordonna à ses hommes de rassembler des arcs, des flèches et de grosses pierres sur les murs de la forteresse. Peu après, Hakuoro commença à marcher vers le champ de bataille, cette fois en interdisant à Iruru de l'accompagner. Cette nuit-là, l'armée de Shikinri arriva et entoura la forteresse de Benawi. Ils commencèrent leur assaut, mais Benawi ordonna à ses hommes de tirer de volées de flèches et de faire tomber des pierres lourdes, empêchant tout soldat ennemi de gravir les murs. Quant à Oboro, sous les ordres de Haruko, il s'infiltra dans le camp ennemi et plaça quelque chose dans leur réserve de nourriture. Akiro observa de loin, et à ce moment-là, il remarqua que Iruru l'avait suivi. Elle dit qu'elle avait un mauvais pressentiment et lui demanda directement quelles étaient ses véritables intentions. Il expliqua que les humains ont besoin de nourriture et d'eau pour survivre, et sans cela, ils ne peuvent pas vivre. La chose interdite à laquelle il faisait référence concernait des explosifs. Juste au moment où il finit de parler, la réserve de nourriture de l'ennemi explosa. C'était la réponse à la question d'Eruru sur ce qu'était la chose interdite. Hakuoro avait utilisé une substance mystérieuse, la combinant avec une autre pour créer un pouvoir destructeur terrifiant. Une flamme massive a éclaté du entrepôt, une tactique cruelle mais efficace. Hakuoro admit qu'il ne voulait pas que les sœurs soient témoins d'un tel spectacle, mais les circonstances ne permettaient pas d'agir autrement. Lorsque l'ennemi a tenté de sauver ses fournitures, les forces d'Hakuoro ont lancé une embuscade et ont remporté une victoire complète. Cependant, ce qu'Hakuoro ne s'attendait pas, c'était que Niu lui-même apparaîtrait sur le champ de bataille. Miyu a complètement dominé Hakuoro, mais les flammes enragées ont interrompu leur combat. Miyu a déclaré que ce n'était qu'un simple salut et qu'il se reverrait, puis s'est retiré. Pendant ce temps, l'unité de Binao s'est également retirée après avoir reçu le signal. Par un jour de tempête, Oboro et Kuro ont été envoyés sur la côte pour enquêter sur un rapport de naufrage. Cependant, à leur arrivée, ils ont trouvé de nombreux soldats tués, et au centre d'eux se trouvait une femme aux bras ensanglantés. Elle a bientôt perdu connaissance et les 2 hommes l'ont ramenée. Hakuoro a appris que le navire naufragé était le Naotanku, qui venait d'une terre du sud du même nom. Selon Banawi, c'était un navire négrier, et la femme qui les avait secourus était l'une de ses captives. Oboro l'a emprisonnée, croyant qu'il était anormal qu'une seule personne ait tué un bataillon entier à elle seule. Cependant, la femme s'était échappée depuis longtemps et est apparue devant Hakuoro. Elle s'est présentée comme Karura, et au lieu de la traiter avec hostilité, comme Oboro et Kuro, Hakuoro l'a invitée à rester et a demandé à Iruru de s'occuper de ses blessures, disant qu'il déciderait plus tard quoi faire d'elle. Après la réunion, Benawi a demandé si Hakuoro avait l'intention de garder Karula.
Il craignait que Natunku ne l'utilise comme prétexte pour attaquer, mais Hakuharo était plus préoccupé par Shikfi à ce moment-là. Peu de temps après, Ilulu et Oboro se sont à nouveau disputés. Elle voulait accorder la liberté à Karula, tandis qu'il la soupçonnait d'être une espionne. Après les avoir entendus se disputer, Hakuharo acceptait de libérer Karua, mais seulement dans les limites de la ville. Benawi et Oboro pensaient qu'il était trop indulgent avec Ilulu. Plus tard, Karula a rencontré Erulu, qui était curieuse de son bracelet. Au lieu de le révéler comme un collier de servitude, Karula a dit que c'était simplement un bijou. Elle a même fabriqué à Erulu un bracelet de fleurs en forme de drapeau. Ravie, la petite fille a proposé de préparer un lit pour Karula, mais elle a refusé, disant qu'elle avait l'habitude de dormir dans des cellules. Sa seule demande était du vin, qu'elle buvait en grande quantité. Dans les jours suivants, Karula se promenait souvent dans la ville, tandis que Kuro s'ennuyait parce que les soldats n'étaient pas assez forts pour être ses adversaires. Lorsqu'il a vu Karula, il l'a défiée à un combat, mais elle l'a ignoré. Pendant ce temps, à l'intérieur de la résidence, Yutori est venu voir Hakuharo et a proposé de devenir son Yamoro. À ce moment-là, Hiruru a également conduit Karura à la réunion, et en se voyant, Karura et Yutori ont réagi comme s'ils étaient de vieux amis. Réunis, les deux se sont ensuite assis et ont bu ensemble. Hakuharo a discuté avec tout le monde de la possibilité que Karura rejoigne Larney. Il croyait que, puisque Shikri les surveillait, ils devaient renforcer leurs forces. L'Omur Koro s'occuperait de la diplomatie, et à part Oboro, tout le monde a accepté d'accueillir Karura. Elle est alors apparue et s'est portée volontaire, suggérant que s'il voulait tester sa force, il pouvait se battre contre elle. Oboro et Kuro se sont portés volontaires avec enthousiasme, mais Benawi a dit qu'il prendrait le match à la place. Les deux sont sortis pour un duel, et une fois le combat commencé, Kuro a montré une puissance écrasante. Sa vitesse et sa force étaient exceptionnelles. Cependant, aucune de ses épées ne pouvait résister à sa force et se brisait à chaque fois qu'elle se heurtait à l'arme de Benawi. Après la troisième épée, qui s'est également brisée, le match a été interrompu. Peu de temps après, un marchand est arrivé avec une arme gigantesque que Karura avait commandée. Elle était extrêmement lourde et seule elle pouvait la soulever. Elle l'a balancée une fois et a brisé un énorme rocher. Après cela, personne n'avait plus rien à redire à son sujet. À ce même moment, Yutori était revenue après avoir rendu visite à d'autres seigneurs. Elle rapporta des informations selon lesquelles ils étaient prêts à assister à la cérémonie pour signer un accord d'alliance à long terme afin de se protéger contre Niwi, car ils avaient besoin du soutien des nations environnantes. Avec le raid, Shikri n'oserait pas faire de mouvements imprudents pour le moment, leur donnant plus de temps pour se préparer. Peu de temps après l'arrivée de tous les seigneurs, Yutori lut le serment devant tout le monde, après quoi chacun d'eux s'avança pour sceller l'accord. Juste à ce moment-là, une agitation éclata à l'extérieur. C'était l'oncle Tioro qui se précipitait à l'intérieur. Il annonça que leur village avait été attaqué et que les forces ennemies affluaient dans la ville. Hakuharo soupçonnait Shikri, mais l'oncle n'en était pas sûr. Hakuharo ordonna immédiatement à tout le monde de se préparer. Il demanda des nouvelles des villageois et Tioro répondit qu'ils avaient déjà évacué, l'exhortant à se dépêcher. Tout le monde se mit alors en route pour la bataille, tandis que l'oncle Tioro entra à l'intérieur pour se reposer, épuisé. Dehors, Hakuharo entendit de forts bruits. Il ordonna d'ouvrir les portes, permettant à l'ennemi de pénétrer alors qu'il avançait. Des pieux en bois cachés sous le sol se levèrent, faisant trébucher les soldats et les faisant tomber en avant. Les deux plus jeunes frères et sœurs d'Oboro ordonnèrent aux archers de les abattre un par un. Pendant ce temps, à l'intérieur, le sang commença à couler du corps de Tioro. Il ne semblait pas avoir beaucoup de temps devant lui. À ce moment-là, sa femme et les villageois arrivèrent pour l'emporter. En les voyant, il sourit faiblement et confia tout à Hakuharo. Dehors, Hakuharo était stupéfait de voir les ennemis charger comme des fous, jetant leur vie sans hésitation. Lorsque le dernier soldat resta, il sourit et dit que ce n'était pas encore fini. Leur meurtre n'avait aucun but, juste pour le plaisir. Ce soir-là, tout le monde se rassembla autour du corps de Teoro. Haruru, ignorant la mort de son oncle, continuait d'essayer de le réveiller. Puis Kuro revint de sa reconnaissance du village et rapporta que tout le village d'Hiruru avait été massacré. Ni Hiruru ni Haruru ne pouvaient l'accepter. La sœur cadette lutta violemment, incapable de faire face à la vérité, forçant Hiruru à la sédater. Hakuharo fit de même pour Hiruru, pour l'aider à se proposer. Plus tard, il rassembla tout le monde pour une réunion. D'après leurs vêtements, Inoue identifia les attaquants comme des guerriers de Kokake. Oboro voulait riposter immédiatement, mais Hakuharo lui a dit de se calmer. Il n'y avait pas encore assez de preuves et il devait enquêter davantage. Cette nuit-là, alors qu'il était plongé dans ses pensées, Kara est venu l'inviter à prendre un verre. Hakuharo ne comprenait toujours pas pourquoi ses soldats ne se retiraient jamais et se précipitaient simplement vers la mort. Karura lui expliquait doucement qu'ils étaient déjà morts. Ils avaient accepté la mort dès le départ, donc ils ne craignaient rien.
Ce que Hakuoro devait se demander, dit-elle, c'était ce qu'il avait fait pour les rendre si prêts à mourir pour le tuer. Naturellement, il n'avait pas de réponse car il avait perdu tous ses souvenirs. Il ne savait même pas qui il était vraiment. Le lendemain, Yutori a rapporté que l'attaque de la nuit précédente avait rendu les seigneurs craintifs, les poussant tous à se retirer de l'Alliance. Hakuoro soupçonnait que tout avait été orchestré depuis le début. Puis, des nouvelles sont arrivées de l'envoyé qu'Hakuoro avait envoyé à Kukaka. Ils avaient tous été massacrés, ne laissant qu'un seul survivant pour délivrer le message avant de mourir également. Cet incident a poussé Hakuoro à ses limites et il a ordonné à l'armée de se préparer. La campagne a commencé peu après avec toute l'armée mobilisée. Cependant, lors de la marche, ils furent embusqués et encerclés par les forces Kukakeka de tous côtés. Binawi ordonna immédiatement une formation défensive. Pourtant, d'après les paroles du commandant ennemi, Hakuoro sentit que quelque chose n'allait pas. Ils l'appelèrent démon et traître. Une bataille féroce éclata entre les deux camps. Mais avec l'arrivée de Karua et sa terrifiante grande lame, les soldats Kukukeka faiblirent. L'un de leurs généraux, Tuku, reconnut la force écrasante de Karura et ordonna une retraite. Même après leur retrait, Hakuoro ne pouvait pas se défaire de ses doutes sur la véracité de leurs paroles. Plus tard, en rentrant, tout le monde conseilla à Hakuoro de se reposer. Tout le monde sauf lui avait ses propres préoccupations en tête. Alors qu'il s'enfonçait dans un rêve, des ombres sombres l'entourèrent et ce même général réapparut, l'appelant démon, frère par alliance traître. Juste au moment où l'homme brandissait son arme vers lui, Hakuoro se réveilla. Hiruru resta à ses côtés pour s'occuper de lui. Bien qu'il soit encore troublé par sa véritable identité, elle le rassura en lui disant que tout irait bien, car maintenant, il était le seigneur de tous. Pendant ce temps, Oboro, toujours consumé par le désir de venger le village d'Heruru, conduisit secrètement ses troupes pour traquer l'armée Kukakeka. Ils rencontrèrent bientôt Tuko. Comme il n'y avait qu'un seul ennemi, Oboro dit qu'il s'en occuperait lui-même. Cependant, l'adversaire était bien trop fort et le submergea complètement. Tuko ne l'acheva pas. Au lieu de cela, elle dit quelque chose sur le fait d'être du côté de la justice et que ceux qui suivaient le démon Hakuoro ne pourraient jamais la toucher avant de partir. Revenant blessé et humilié, Oboro fut moqué par Kuro. Cependant, Kuro rapporta également qu'il avait trouvé le camp ennemi. Pourtant, au moment où ils arrivèrent, l'ennemi s'était déjà retiré. Banawi expliqua que l'armée Kuka excellait en mobilité, utilisant des tactiques rapides et décisives. La deuxième préoccupation majeure était Tuko. Elle appartenait même à la tribu Kiriga, un petit groupe ethnique des plaines centrales, connu pour ses légendaires épéistes qui sacrifiaient leur vie pour protéger ce qu'ils croyaient être la justice. Cela semblait d'une certaine manière lié au souvenir perdu d'Hakuoro. Avec Tuko parmi les ennemis, la victoire serait difficile. Lorsque Heruru apporta du thé, tout le monde s'assit ensemble un instant avant de retourner au conseil de guerre. Kuka était une région de prairies ouverte, mais il y avait un ravin divisant la terre en deux parties. Le traverser prendrait beaucoup de temps. Selon les renseignements, l'ennemi disparaissait toujours autour de ce point, ce qui suggérait qu'il pourrait y avoir un pont caché. Pendant que tout le monde plissait les yeux en cherchant, Eriru désigna son emplacement. Il s'est avéré que elle et Kamiyu avaient secrètement suivi la trace de l'ennemi. Cela inquiéta tout le monde. Mais Eriru s'excusa et offrit une fleur à Hakuoro, si bien que personne ne la réprimanda. Une fois l'emplacement du pont confirmé, ils commencèrent à marcher le lendemain. Ils le trouvèrent rapidement grâce à Heruru et au tigre, cependant Tuko avait déjà anticipé cela et avait tendu une embuscade avant le début de la bataille. Elle déclara que quiconque servant le démon était une bête, ce qui mit Oboro et Kuro en colère, qui chargèrent en avant et anéantirent les soldats de Kuka jusqu'à ce qu'il ne reste que Tuko. Hakuoro s'avança et demanda pourquoi elle l'appelait démon, mais elle ignora la question, disant seulement qu'il avait massacré d'innombrables vies et commis un péché impardonnable. Lorsqu'elle chargea, Karua sortit pour l'affronter. Brandissant sa massive lame, Kuroa repoussa sans effort Tuko au milieu du pont, puis porta un coup puissant qui le brisa. Avec la bataille terminée, tout le monde rentra. Pourtant, cette nuit-là, Hakuoro était encore hanté par les mots de Tuko. Hiroru vint à lui. Ils partagèrent des boissons et parlèrent. Hakuoro craignait peut-être qu'il soit réellement le meurtrier qui avait tué sa propre femme et son enfant. Que peut-être ce que Tuko avait dit était vrai. Mais Hiroru le rassura. Elle croyait en son innocence et quoi qu'il arrive, elle resterait à ses côtés. Pendant ce temps, les gens commençaient à se sentir mal à l'aise, pensant que puisque Tuko et les guerriers Kako se battaient pour la justice, peut-être qu'Hakuoro était vraiment un démon. Il continua à gérer les affaires politiques et à écouter les rapports militaires de Benawi, tandis qu'Heruru devenait de plus en plus inquiète en le voyant boire davantage chaque jour. Il avait peur. Peur de lui-même. Peur de qui il était vraiment. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Mais une douce étreinte d'Heruru derrière lui apaisa ses craintes.
Elle lui dit qu'elle croirait toujours en lui, que peu importe qui il était, il resterait toujours Hakuoro. Le lendemain, Hakuoro mit de côté ses devoirs pour passer du temps avec Eruru et Eruru. Il lui demanda pourquoi elle le soutenait autant, et elle répondit que c'était parce qu'ils étaient de la famille. À ce moment-là, le tigre et Eruru se jetèrent joyeusement sur Hakuoro et il se joignit à leur rire. En voyant son sourire radieux, Eruru se sentit enfin à l'aise. Mais la paix ne dura pas longtemps. La nouvelle arriva que l'armée Kuka se préparait à attaquer. Hakuoro retourna immédiatement au commandement et ordonna à tout le monde de se préparer. Ce serait la bataille finale. Cependant, il ne convoqua pas toutes les troupes au front. Il ordonna à Haruru et au tigre de rester en arrière pour garder la forteresse pendant que le reste marchait avec lui. Peu après, les deux camps se rencontrèrent sur le champ de bataille. Sans hésitation, Hakuoro donna le signal d'attaque et l'ennemi, sans peur, chargea également en avant. Les deux camps se sont rapidement affrontés. Tukuro et le général se sont précipités vers les forces de Hakuoro à sa recherche pour se venger. Une fois qu'ils l'ont repéré, tous deux se sont élancés en avant, mais Kuro a rapidement intercepté Tukuro. Il avait attendu longtemps ce jour. Pendant ce temps, le général continuait de charger droit vers Hakuoro. En voyant cela, Hakuoro s'est retiré pour l'attirer. Tukuro a réalisé que c'était un piège et a essayé de le suivre, mais Kawada et Oboro ont bloqué son chemin. C'était le plan de Benao pour donner à Hakuoro et au général une chance de parler en privé. Entourée, Tukuro a été forcée d'adopter une posture défensive. Cependant, elle n'était pas du genre à abandonner facilement. Profitant de l'inattention momentanée d'Oboro, elle a soudainement accéléré et s'est échappée. Lorsque Kanakuru a frappé, Tukuro a rapidement sauté haut dans les airs pour esquiver. Après cela, ils ont décidé de la laisser partir. Pendant ce temps, Hakuoro essayait de parler au général de son identité. Mais l'homme refusa d'écouter et continuait d'attaquer. Cela força Hakuoro à le faire tomber de sa monture pour le faire parler. En apprenant qu'Hakuoro ne se souvenait de rien, le général éclata de rire, disant que même s'il avait oublié, il ne pourrait jamais effacer ses péchés. Ses mains ensanglantées en étaient la preuve. Un homme qui a tué sa femme et son enfant, que pouvait-il être d'autre qu'un tueur, dit-il. Hakuoro regarda ses propres mains alors que d'étranges souvenirs commençaient à surgir dans son esprit. Une aura sombre enveloppa alors son corps, terrifiant le général. Mais avant qu'Hakuoro ne puisse faire quoi que ce soit, le général fut assassiné par Miwa. Le véritable maître d'œuvre derrière tout cela était désormais évident. Après avoir semé plus de haine en Hakuoro, Miwa s'en alla. Tuko arriva juste à temps pour tout voir, réalisant qu'elle avait été manipulée comme une marionnette depuis le début. Après la bataille, tout le monde rentra. Bien que techniquement une victoire, personne ne se sentait heureux. Pendant ce temps, l'armée de Miwa avançait pour les attaquer. Tout au long des batailles suivantes, les forces Shikretshim ont continuellement pillé et massacré des villages dans le territoire de Hakuworld, et c'était toujours Oboro qui menait les troupes pour les intercepter. Benawi a rapporté que, bien qu'ils aient remporté de nombreuses escarmouches, l'armée Shikripesham avait maintenant établi son camp juste à la frontière, et des dizaines de villages avaient déjà été détruits. Furieux, Alberol a insisté bruyamment pour qu'ils envahissent Shaikrebetum afin de venger les villages dévastés et les innombrables vies innocentes perdues. Il croyait que c'était le seul moyen de rendre à l'ennemi sa cruauté au centuple. Cependant, Hakuoro est resté calme et prudent, prenant une décision complètement opposée en se concentrant uniquement sur la défense, renforçant les patrouilles le long de la frontière. Cela a suscité une vive opposition de la part d'Oboro, qui ne pouvait pas comprendre pourquoi Hakuoro choisirait ce qui semblait être un chemin si lâche. Mais la décision de Hakuoro était définitive et inchangeable. À ce moment-là, Yutori a interrompu, amenant Tuko avec elle. Tuko s'était préparée à l'exécution, croyant que sa mort pourrait expier les péchés qu'elle avait causés sans le savoir, même si tout cela n'avait été qu'un tragique malentendu. Pourtant, Hakuoro lui a offert une autre façon de se racheter. Au lieu de lui ôter la vie, il lui a rendu un précieux bien et lui a confié une mission, ramener le corps du roi Orukon, le souverain qu'elle avait autrefois servi, dans sa patrie. Hakuoro a expliqué que le roi Orikakon n'était pas un ennemi, mais simplement une victime malheureuse trompée par un maître maléfique qui était la véritable source de tout mal. La compassion de Hakuoro a profondément ému Tuko, lui faisant sentir qu'elle lui devait une grande dette de gratitude. Mais juste au moment où leur conversation se terminait, un message urgent est arrivé. L'armée de Shikrepetem avait de nouveau franchi la frontière pour poursuivre son invasion. Hakuoro Oboro et ses commandants, dont Oboro et Kuro, se mirent immédiatement en route pour la bataille, laissant Tuku derrière pour mener à bien sa mission. Sur les lignes de front, les forces arrogantes de Shikrebshim avançaient vers un village qu'elles avaient l'intention de réduire en cendres, sans se douter qu'elles marchaient droit dans un piège. Les troupes Tuskaru, sous le commandement d'Oboro, s'étaient cachées en embuscade et lancèrent une attaque coordonnée, les unités bleues et rouges tirant des volées de flèches à l'unisson, créant une pluie mortelle.
Juste après avoir repoussé cette attaque, un autre rapport arriva, cette fois de la frontière occidentale. Shikrepshim lançait une attaque en tenaille à grande échelle sur le front ouest. Les forces Tuscarou étaient à nouveau en infériorité numérique. Mais elles furent témoins du pouvoir terrifiant d'un guerrier solitaire, Karua, qui sema la panique parmi les troupes shikrépétiennes et les força à battre en retraite. À la base ennemie, le véritable maître d'œuvre, Niue rencontra un commandant samouraï de Kukakeka qui souhaitait rejoindre ses rangs. Au lieu de l'accueillir, Niue ordonna que l'homme soit emmené dans un endroit secret où un scientifique menait des expériences macabres, récoltant des matériaux sur des prisonniers. Niue devint impatient et exprima une fascination particulière pour Akuro, semblant attendre de voir la véritable forme de Akuro. La guerre s'éternisait. Les attaques shikrépétiennes s'intensifiaient et le conflit se transformait en une guerre d'attrition calculée. Akuro reconnut la stratégie de l'ennemi. Des engagements répétés de petite envergure, destinés à user la force physique et le moral de Tuscarou, les attirant dans une attaque désespérée à grande échelle. Encore une fois, Oboro exigea une contre-attaque, mais Akiro refusa fermement, expliquant qu'avec une force ennemie 10 fois plus grande, un affrontement frontal serait du suicide. Il révéla qu'il n'y avait qu'un seul moyen de gagner, un plan secret qu'il ne pouvait pas encore discuter, de peur que l'ennemi ne l'apprenne, et demanda à tout le monde de lui faire confiance. Après le conseil, Akiro confia à Hiruru les fardeaux et les doutes qui l'accablaient. Il voulait seulement protéger ceux qu'il aimait. Pourtant, la guerre sans fin poussait la nation vers une catastrophe encore plus grande. Il se sentait perdu et ne savait pas où il allait. Hiruru l'étudia avec une foi absolue, promettant de croire en lui quoi qu'il arrive. Ces mots devinrent un vaste puits de force mentale pour Akiro. Sur le champ de bataille, les tactiques astucieuses de Akiro continuaient de porter leurs fruits. Ils attiraient les troupes ennemies dans des marais qu'ils avaient préparés, infligeant de lourdes pertes. Pourtant, chaque victoire semblait incomplète. Bien qu'ils remportent des batailles, ils perdaient la guerre. L'épuisement et l'attrition se lisaient sur le visage de chaque soldat. Miwa, en revanche, était ravi, convaincu que Akuro se mettait dans une position difficile, et ordonna des attaques incessantes pour les écraser. Les horreurs de la guerre étaient clairement visibles parmi les troupes Tuskar. Épuisement, pertes croissantes, médicaments en diminution. Même Eriwu s'effondra de fatigue. Enfin, le moment décisif arriva. Niwa ordonna une attaque à grande échelle avec un seul objectif, tout brûler et tuer tout le monde. Face à cela, Akiro révéla son plan. Un coup audacieux et risqué pour attirer toute l'armée Shikrepsham sur le territoire Tuscarou, vider complètement leur pays. Complètement. Puis dépêcher une force d'élite Tuscarou pour frapper le château shikrépétien et sévir la tête de Niwa. Une erreur de calcul se produisit lorsque les unités ennemies avancèrent à des vitesses inégales, perturbant le plan initial. Mais Akuro s'adapta immédiatement. Il envoya Banawi avec la cavalerie autour de l'ouest pour couper les lignes d'approvisionnement ennemies, pendant qu'il, Oboro, Kuru et Karuta confrontaient les forces qui affluaient à travers la frontière. Il mobilisa même des hommes blessés qui pouvaient encore se déplacer pour cette bataille décisive. Les combats étaient brutaux, et Akuro lui-même fut blessé en combat. Mais au moment même où il tomba dans le péril, Tuko apparut soudainement. Elle était revenue pour rembourser sa dette envers Akuro, suivant la coutume sacrée d'Evankulga qui consiste à rendre l'honneur par l'honneur. Son arrivée marqua un tournant dans la guerre. Elle l'expose à Niui comme le trompeur qui avait manipulé le roi Orikakun, ébranlant le moral d'une partie de l'armée ennemie. Au milieu du chaos de la bataille, une tragédie personnelle frappa lorsque Eruru tenta de sauver une mère mourante et son enfant. Mais la femme ne survécut pas, laissant derrière elle un rappel déchirant du prix cruel de la guerre. Après la bataille, les forces Shikrépétchim se retirèrent temporairement, mais Tuscarou avait subi des pertes dévastatrices. La moitié de l'unité d'Oboro fut anéantie et d'innombrables villages gisaient en cendres. Sachant que l'ennemi reviendrait bientôt avec toute sa force, Akuro réalisa qu'il n'avait d'autre choix que de mener son plan original jusqu'au bout. Il décida de diriger personnellement une force d'élite. Kira et Tuko, ses deux plus puissants guerriers, marchèrent vers le château ennemi, tandis que Banawi, Oboro et Kiru restaient en arrière pour commander la ligne de défense principale. Ce serait une course contre la montre, le dernier pari, avec le sort d'une nation entière reposant sur la capacité d'Akuoro à abattre Niui avant que tout le monde ne soit massacré. Une fois les morts enterrés, Akuoro et sa petite mais résolue force se lancèrent dans ce qui était presque une mission suicidaire pour mettre fin à ce cauchemar imbibé de sang. En marche, Minawi et ses camarades atteignirent la frontière nationale, mais un épais brouillard recouvrait la terre, rendant impossible la localisation de l'ennemi. Cependant, Haru, avec ses sens aigus, sentit leur présence et avertit qu'ils étaient très proches. Alors que la brume se dissipait lentement, un spectacle à couper le souffle émergea. Une immense armée de Shikrepchim, d'au moins 50 000 hommes, s'étendant à l'horizon et faisant face aux forces de Benawi, portant le rôle crucial de tenir la ligne et d'attirer l'attention de l'ennemi. Benawi comprenait parfaitement ce qui était en jeu.
Son devoir était de tenir à tout prix, de gagner du temps et de ne jamais charger imprudemment en avant, car cela signifierait une annihilation instantanée. Pendant ce temps, au plus profond du territoire de Chitrapeshim, Akuharo, accompagné d'Iruru, Karuta et Tuko, commençait son infiltration du château ennemi. Avec Tuko en tête, elle élimina rapidement et silencieusement les gardes, dégageant le chemin pour l'équipe. Peu après, Karua rejoignit la mêlée, affichant sa puissance écrasante. Alors qu'ils avançaient plus loin à l'intérieur, un trio de généraux ennemis apparut. 3 hommes qui se disaient frères, déclarant qu'ils prendraient la tête de Akuharo et commenceraient un festin de carnage. Kaoru choisit de rester en arrière pour affronter les 3 seuls, exhortant Akuharo et les autres à avancer, promettant qu'elle s'occuperait elle-même de ces insectes, laissant Akuharo seulement des excuses pour lui avoir imposé cette tâche. Cependant, il semblait que 2 des frères décidèrent de poursuivre le groupe de Akuharo, ne laissant qu'Amuro pour combattre Karua. Mais elle les intercepta rapidement, refusant de laisser quiconque passer. Ils se vantaient que leur véritable force ne se révélait que lorsque les 3 combattaient ensemble. Pourtant, même en affrontant Karuro de front, ils restaient arrogamment confiants. Face à 2 d'entre eux en même temps, Kaoru fit preuve d'une étonnante sérénité et ruse. Lorsqu'ils l'avertirent qu'elle ne pouvait pas gagner en fuyant, elle transforma leurs mots en armes. Faisant semblant de s'enfuir, elle trompa l'un d'eux en abaissant sa garde, puis déchaîna une frappe dévastatrice avec toute sa force, concentrée sur une seule cible, le tuant instantanément. Les 2 restants, stupéfaits par sa puissance, ne purent qu'elle appeler monstre avant d'être consumés par la fureur de Karura. Pendant ce temps, Akuharo et Iruru atteignirent enfin la salle du trône. Mais ce qui les attendait là était loin d'une bataille ordinaire. Miwa, le maître d'œuvre de tout cela, apparut avec un sourire tordu et lâcha ses animaux de compagnie. Les meilleurs guerriers des nations qu'il avait conquises, maintenant transformés en monstres sans âme, poussés uniquement par la soif de sang et l'obéissance. Maiwa expliqua qu'il avait simplement éveillé le sang bestial en eux, mais aucun d'eux ne pouvait vraiment le satisfaire. Il croyait qu'ils n'étaient que des outils pour réveiller la véritable bête. Celle qu'il désignait était Akuharo lui-même. À ce moment-là, Karura, ayant fini avec ses propres ennemis, arriva juste à temps. Elle et les autres se lancèrent dans la bataille contre la horde de monstres, formant un mur d'acier pour protéger Akuharo. Karuru rugit que si les coups ne fonctionnaient pas, il devait simplement les déchirer, exhortant Akuharo à avancer et à mettre fin à tout cela une fois pour toutes. Iruru, remplie d'une détermination féroce, déclara qu'elle irait avec Akuharo. Elle voulait témoigner du chemin qu'il avait choisi de ses propres yeux. N'ayant plus d'autre choix, Akuharo affronta Niwa directement, ce dernier l'attendant avec un plaisir dérangé. Niwa appela moqueusement Akuharo sa bête bien-aimée, et lorsque Akuharo lui offrit une chance de se rendre en échange de sa vie, Niwa éclata d'un rire maniaque. Pour lui, la guerre était comme une grande chasse. Il fallait soigneusement préparer le piège, attendre la proie, et à la fin, il n'y avait que 2 options, manger ou être mangé. Puis, pour intensifier le drame de sa propre pièce tordue, Niwa commit un acte de folie et de cruauté inimaginable. Il ordonna de brûler sa propre nation, mettant la capitale de Chitrapeshim en flammes. Akumo et Iruru ne purent qu'observer avec horreur alors que la ville se transformait en mer de flammes, entendant les cris des civils innocents brûlés vifs. Dans sa frénésie, Minyu déclara que tout le monde croirait que c'était Akuharo qui avait fait cela, qu'il était le monstre qui avait réduit en cendres d'innombrables innocents. Cela plongea Akuharo dans une rage. Il rugit qu'il ne pardonnerait jamais à Niwi, mais Niwa ne fit que s'exalter davantage, se délectant de la fureur et de la haine d'Akuro. Puis il révéla une vérité encore plus sombre sur tout ce qui s'était passé. Orikakun, la capitale en flammes, toutes les morts de la guerre étaient des sacrifices pour nourrir la bête en Akuron. Il accusa Akuro d'être un porteur de calamités, disant que si Akuro voulait maudire quelqu'un, il devrait se maudire lui-même. Poussé à bout par la cruauté et les accusations de Miwa, la fureur à l'intérieur de Akuro éclata enfin. Une vaste puissance primitive et terrifiante s'éveilla en lui, le transformant en quelque chose de complètement différent. Une bête comme Niwi l'avait désiré. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, son corps enveloppé d'énergie violente. Hiruturu ne pouvait que reculer dans la terreur, tandis que Nin riait d'un plaisir extatique, criant qu'il avait attendu si longtemps ce moment. Niwi rugit qu'il détruirait Niwim, et les deux s'affrontèrent dans une bataille finale au sommet du château en flammes. L'épée de Nil dansait sauvagement, son excitation atteignant son paroxysme alors qu'il qualifiait Akuro de sa proie ultime, savourant la sensation du feu brûlant sa peau. Mais Akuro, alimenté par l'angoisse et la haine de milliers de vies détruites par la folie de Miwa, libéra une force cataclysmique. Il rugit, exigeant de savoir si Nedi était satisfait, si c'était vraiment la fin qu'il recherchait après avoir sacrifié tant de vies. Avec une dernière frappe dévastatrice, Akuro surpuissant et tua Niwa.
Dans ces derniers instants, Mio semblait presque satisfait, admettant que son jugement avait été correct, que Akuro était vraiment la bête suprême. Il invitait Akuro à le dévorer, accomplissant la loi de l'existence en laquelle il croyait si ardemment, manger ou être mangé. Et puis, Akuro se transforma complètement en une créature monstrueuse, déchirant Niwa en 100 morceaux. Lorsqu'il reprit enfin conscience et retrouva sa forme humaine, tout était déjà terminé. Sous le château, Karuha et Toru avaient fini de débarrasser les derniers monstres. Ils ne pouvaient que regarder la destruction écrasante que la bataille avait laissée derrière elle. Pendant ce temps, aux frontières, Binawe et ses troupes observaient le château s'effondrer dans une mer de flammes. Ils savaient que leur commandant avait remporté la victoire, mais à un coût incommensurable. La fête du sang était terminée, mais les cicatrices qu'elle avait laissées ne s'effaceraient jamais. Moins d'un mois après la fin de la guerre avec Shikrepsham, les efforts de rétablissement progressaient rapidement et les champs autrefois ravagés par la guerre s'étaient étonnamment transformés sous leurs yeux. Un témoignage de la volonté inflexible de survie de l'humanité. Lors d'un voyage d'inspection, Akuhoro marchait aux côtés de ses compagnons et les habitants, en particulier les enfants, le reconnaissaient et l'accueillaient joyeusement. Ils promirent même qu'un jour, il serait assez fort pour se battre à ses côtés. Cependant, Hiruru leur dit doucement qu'au moment où ils grandiraient, il n'y aurait plus de guerre, donc ils n'auraient pas besoin de se battre. Akuro acquiesça, leur conseillant plutôt d'aider leurs parents afin que la vie puisse revenir à la normale plus tôt. Plus tard, lors d'une réunion du conseil, les problèmes d'après-guerre furent discutés. Pour Kukakaka, Tuskeru enverrait un envoyé spécial pour aider à rétablir leur gouvernement, une décision que Tuko, le représentant de Kukakaka, accepta avec gratitude. Cependant, la situation à Shikrepsham était bien plus compliquée, car leur capitale avait été complètement incendiée et seulement environ 10% de la population restait, rendant la reconstruction extrêmement difficile. Bien que le plan initial fût d'annexer le territoire à Tuskeru, Akuhoro prit la décision d'abandonner l'ancienne capitale. Il croyait que les survivants devraient se déplacer vers une nouvelle terre, libérée du passé vil sous le règne de Nuwa. Même ainsi, le poids de la guerre et le fardeau des décisions de vie ou de mort pesaient encore lourdement sur l'esprit de Akuhoro, le laissant épuisé. Voyant cela, Hiruru proposa de lui masser les épaules. Dans ces moments de calme, les derniers mots de Mio résonnaient à nouveau dans son esprit, lui disant qu'il était une bête apportant la calamité, que tant qu'il existerait, la guerre ne prendrait jamais fin, et il hallucina, ses mains trempées de sang. Pendant ce temps, la vie au château continuait son propre rythme. Bien que Tuko ait reçu une chambre confortable, elle restait extrêmement formelle et insistait pour garder Akuhoro malgré son refus. En même temps, Oboro et Kiruru furent pris sur le fait par Hiruru alors qu'ils tentaient de voler des collations à manger avec leur saké, allégeant l'ambiance avec des rires. Peu après, l'attention de tout le monde se tourna vers la cour d'entraînement où Oboro avait un match d'entraînement avec Benawi. Oboro montra une amélioration remarquable avec des attaques rapides et puissantes, mais Benawi, calme et stratégique comme toujours, les dévia facilement, restant toujours un pas en avant. À la fin, Benawi attira habilement Oboro dans un piège et revendiqua la victoire. Il offrit ensuite des conseils précieux pour toujours planifier 2 ou 3 étapes à l'avance et ne jamais sous-estimer l'adversaire. Malgré sa défaite, les progrès d'Oboro furent reconnus par Benawi et pour célébrer, tout le monde organisa un festin en plein jour. Les rires et les voix joyeuses revinrent une fois de plus, remplissant les cœurs de Akuhoro et d'Eruru de chaleur. La première partie se termine ici. Adieu.